de la colère. Arthur, vous y êtes et nous y sommes. Et ce lundi, notre invité nous vient du parti Front des démocrates et des patriotes pour la démocratie, le FPD, dont le président national est M. Djimon Oré, ancien député à l'Assemblée nationale. Alors, honorable Djimon Oré, encore une fois, vous n'étiez pas là quand nous prenions l'antenne. Alors, bonjour. Bonjour mon frère Joachim. J'espère que vous vous portez très bien. Par la grâce de Dieu. Alors, Monsieur le Président, avant de parler de votre formation politique, les Algériens manifestent contre un 5e mandat de Abdel Aziz Bouteflika, c'est-à-dire, il se prononce pour une nouvelle candidature. Alors, comment analysez-vous cette situation selon laquelle un président dans un fauteuil roulant et qui parle à peine ou même plus de vouloir briguer un nouveau mandat? Oui, ce qu'il faut comprendre à ce niveau, c'est que ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de système. Voilà, et c'est ce qui se passe au Togo aussi. C'est un système qui est mis en place. Et c'est le système qui décide de qui maintenir au pouvoir. Ce n'est pas le président Bouteflika lui-même qui se décide de se maintenir comme ça parce que mourant. Ses acolytes savent pertinemment qu'ils ne dirigent plus le pays. Et ils ont besoin d'un pareil personnage pour continuer à avoir la main basse sur les ressources algériennes, c'est tout. C'est une question de système. Donc, et il peut même céder. Le système ne va pas changer. Donc, le combat que les Algériens doivent mener, c'est un combat basique. Ce n'est pas un combat de Bouteflika va dégager, ce n'est pas ça. Comment changer ce système? Bien entendu, ce système a combattu la colonisation française, d'accord, mais aujourd'hui, ils doivent aller plus loin que ça, installer la vraie démocratie pour l'indépendance réelle, effective, l'épanouissement des populations. Ce qui manque aux Algériens. Donc c'est un combat basique pour mettre fin au système qui les régente. Ce n'est pas une affaire de candidature de 5e ou 7e mandat de Bouteflika. Oui, donc il est soutenu fortement par le système. C'est le système même qui le sécrète. C'est un élément du système. Et donc si le système aujourd'hui même voudrait se débarrasser de lui, le système sera maintenu. Et c'est ça. Oui, mais il n'y a plus autre pion dans le système pour remplacer M. Bouteflika, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la peine ou voire même il n'arrive pas à parler. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les tenants du système jugent normal de le maintenir pour continuer à en profiter. C'est tout. Dès l'instant que ils vont pouvoir s'entendre sur une autre personnalité, la vie d'une autre personnalité, ils vont le dégager eux-mêmes. C'est ça. Revenons donc un peu proche de notre pays, le Togo. Il s'agit du Nigeria où 84 millions d'électeurs devraient départager 73 candidats en liste pour devenir chef de l'État au Nigeria, le géant de l'Afrique de l'Ouest. Mais à quelques heures de l'ouverture, donc le président de la CENI, disons le président de la commission électorale, Mahmoud Yacoubou, a annoncé, et je le cite, pour pouvoir garantir la tenue d'élections libres, justes et crédibles, organiser le scrutin comme il était convenu n'est plus possible. Et on a dû reporter le scrutin. Votre appréciation? Oui, mais il faut d'abord partir d'un fait. Le Nigeria, c'est un géant vraiment. Ce n'est pas un petit pays. Vous parlez de la population électorale qui est estimée à 85 millions. Vous comprenez. Donc c'est énorme. 85 millions, c'est énorme. On dirait 10 fois la population du Togo. Qu'est-ce que vous appelez pas 10 fois? Ça dépasse cela. Il ne faut même pas comparer ce qui est incomparable. Alors, organiser un scrutin dans un pays pareil, et à la fois ce n'est pas présidentiel seulement, il y a les législatives aussi, jumelées. Et donc, vous imaginez le nombre des dispositifs qu'il faut mettre en place. Et chaque 4 années, ça s'organise. Moi, je crois que une semaine ne va pas pouvoir déstabiliser les Nigériens dans leur choix. Et il ne faut pas craindre aussi, parce que les Nigériens sont capables de remplacer quelqu'un s'il veut. Sani Abacha, on ne sait pas comment il a été assassiné. Et lorsqu'il voudrait faire à sa tête, on ne sait pas comment est-ce qu'il est parti.
Obasanjo, dans sa fougue, a tout fait, mais il n'a pas réussi à se maintenir. Buhari ne peut pas se maintenir si les Nigériens n'en décident pas. Voilà. Et c'est pas un report d'une semaine qui va le maintenir si les Nigériens n'en décident pas. Goodluck Jonathan. Bien sûr, c'est clair, les Nigériens, ils sont suffisamment indépendants. Ils ne sont pas sous l'influence des puissances... Les électeurs sont suffisamment matures? Non, les électeurs sont matures d'abord parce que pour que les électeurs soient matures, il faut avoir la moyenne classe. Or, la moyenne classe est très énorme au niveau du Nigeria. À l'inverse, au Togo, il n'y a pas de moyenne classe. On a le bas peuple qui est contraint à vivre une mendicité et donc qu'on manipule à chaque élection. Au Nigeria, il y a la moyenne classe qui est sereine et qui en décide le moment venu. Voilà. Autrement dit, la moyenne classe est autosuffisante et ne dépend pas forcément des acteurs politiques pour se laisser facilement manipuler. Oui, la moyenne classe, c'est laquelle? C'est cette classe composée des citoyens qui ont le minimum de ce qu'il faut pour leur santé, leur alimentation, leur logement, leur déplacement, leur tenue vestimentaire, leurs vêtements. Ils ont tout, le minimum qu'il faut. C'est-à-dire que s'il y a une maladie qui surgit dans la famille, il ne va pas courir à la porte de son voisin avant de pouvoir aller à l'hôpital. C'est ça la moyenne classe. Mais dans une dictature féroce comme celle du Togo, la moyenne classe, on fait tout pour qu'elle n'existe pas. Et donc on a un sommet effilé et le bas peuple qui est lâche. Dans ces conditions, vous voyez, la marche vers la démocratie est très très lointaine. Alors, normalement, les Togolais aussi s'attendaient à un tel report quand il était question de législative, mais ça n'avait pas pu. Mais aujourd'hui, Buhari, lui, rapidement, il a admis cela dans son pays. Non, et parlant du rôle du chef d'État nigérian par rapport à la vie de notre pays, le Togo, ce qui est dangereux, c'est que un grand pays comme le Nigeria, que des chefs d'État de ce pays-là acceptent jouer le mauvais rôle contre le peuple togolais une fois que la France le leur demande. Ce que Obasanjo a joué comme rôle en 2005, c'est ça que Buhari a répété en 2018, parce que bon, il pense que les Togolais, il ne faut pas s'en occuper, il faut les laisser à leur triste sort, en les enfonçant d'ailleurs. Bon, c'est le rôle là qu'il a joué, mais le sang des Togolais qui sont lâchement assassinés, le sang là va interroger chacun d'eux, ceux qui ont joué et qui continuent à jouer un rôle négatif par rapport à la vie de notre pays. Vous y croyez? Certainement. Si M. Buhari, j'ai beaucoup d'admiration pour cette personnalité, mais le sale boulot, sans vergogne, qu'il a accepté faire au Togo, parce que la femme le lui a demandé, c'est suffisamment grave. Mais non, il ne s'est pas verbalement impliqué dans la résolution de la crise togolaise, c'est vrai. Il a dépêché un ancien général et puis un ministre des Affaires étrangères au Togo dans le cadre de la résolution, mais personnellement, il ne s'est pas impliqué en tant que tel. Cette affaire de médiation de la CEDEAO, on a beaucoup à dire, hein? Beaucoup. Mais qui était le président en exercice de la CEDEAO? C'est lui. Ah, oui. Alors, et le parlement de la CEDEAO, ça siège où? À Abuja. Alors, donc, et comprenez très bien, lorsque M. Macron a fait un déplacement au Nigeria, année 2018, pour pouvoir rencontrer le président nigérien, c'est à partir de cet instant que la position du président Buhari a changé par rapport au Togo. C'est ça. Le président français avait dit à l'époque qu'il faudrait que le Nigeria finisse ses élections et puis s'occuper du cas du Togo pour la résolution de la crise. C'est ce que je vous dis. Oui. C'est la France-Afrique qui lui a confié le rôle de le sale boulot. C'est ça. Bon, donc, la France-Afrique est organisée de telle enseigne que d'autres chefs d'État de la sous-région qui ne sont pas dans le précaré français, alors la France fait tout pour les travailler afin qu'ils adoucissent leur position pour laisser passer la forfaiture éternelle par rapport à la vie des Togolais. C'est ce qui s'est passé. Et vous voyez le comportement du président ghanéen qui s'est muré dans un silence incompréhensible lorsqu'il a reçu la délégation des évêques, des imams, les religieux du Togo. À la veille, pratiquement la veille. Voilà. Il ne s'est pas prononcé. Il ne s'est pas prononcé. Pourquoi?
Parce que... Non, mais est-ce qu'il avait obligation de pouvoir se prononcer? Il avait obligation. Il était un des facilitateurs, n'est-ce pas? Oui. Alors c'est une obligation morale de se prononcer. Pourquoi les prélats se sont dirigés vers lui? Donc vous comprenez, c'est très simple. La France-Afrique fait tout pour faire taire ceux qui ne sont pas de ce précaré et pour que la forfaiture passe. Mais le Togo, c'est un petit poussin. Il ne peut pas quand même avoir tant d'influence jusqu'à ce que la France puisse vouloir coûte que coûte faire taire tous les chefs d'État. C'est vous qui comprenez que le Togo est un petit poussin. Le Togo est une base essentielle pour la France. Et c'est de ce Togo que la France mène ses sales boulots dans la sous-région pour déloger Gbagbo. Vous croyez que le Togo n'a pas joué un rôle? Ce sont les soldats togolais qui l'ont arrêté quand même. Alors, à l'époque. Alors, qui a demandé aux soldats togolais de le faire? Non, mais ils étaient en mission dans le cadre de l'ONU. C'est pas bête ça? Pourquoi? C'est pas bête ça? Comment est-ce qu'on organise des élections en Côte d'Ivoire et les institutions ivoiriennes à l'époque ont validé des résultats? Même le président Gbagbo avait demandé le recomptage des voix. Et on décide de bombarder, tuer pour les déloger, et vous dites que donc les soldats togolais ont joué un bon rôle dans ce cadre-là. Lorsque les Burkinabés ont dégagé Blaise Compaoré, alors si ce n'est pas la vigilance des Burkinabés, à partir du Togo, la France devait remettre en cause leur transition. Vous savez, le Togo, notre armée, ce que vous appelez l'armée Togo, c'est pas l'armée togolaise, c'est la base militaire française. Malheureusement entretenu par les ressources des Togolais. Oui, mais c'est une armée forgée par l'ancien président général Gnassingbé. Et qui a forgé Gnassingbé? Qui a forgé Gnassingbé? C'est même pas la France? Qui l'a installé au pouvoir? Qui a créé cette armée tribaliste? Et qui la contrôle? Pour quelle fin? Dieu merci, aujourd'hui, l'armée n'est plus trop tribaliste. Cependant, monsieur Dimon Auré, alors, votre fief semble vous échapper. Et c'est depuis le 20 décembre dernier. Est-ce que vous l'avez constaté? Puisque c'est M. Jerry Tama, aujourd'hui, qui est devenu, je ne dirais pas le chef de file, mais l'opposant, reconnu par les populations de l'Est Mono. Oh, c'est un sacrilège. Et puis, vous laissez qu'on puisse débattre des choses sérieuses. C'est de la provocation. Hein? C'est de la provocation. Dans quel sens? Jerry Tama n'est qu'un élément du système que la France-Afrique utilise. Ils ont envoyé un lion qui est colonel Bitenoué, ce n'est pas suffisant. On lui a ajouté un loup contre les IFE et nous les scrutons. Vous croyez que les IFE sont cons? Je vais répéter. J'ai appris qu'il a rencontré des conneries ici. Un individu comme ça, il n'a qu'à aller sur le terrain de l'Est Mono. Moi, j'incarne la conscience collective. J'incarne la conscience collective de la communauté IFE. Et c'est un droit, c'est un devoir de ma part de défendre un espace ancestral. Et je ne peux pas laisser ma communauté comme ça. Vous croyez qu'un énergumène comme ça, balancé de quelque part, non, ceux qui ont été nommés, c'est un acteur politique tout comme vous. C'est un provocateur, c'est un provocateur, c'est un provocateur, c'est un provocateur. Dans quel sens? Il n'a rien à foutre avec l'Est Mono. Il n'a rien à foutre avec l'Est Mono. Il n'a qu'à aller dans son site aux collines sèches où il ne trouve pas à manger. C'est un provocateur. Oui, non, mais quand même, le Togo reste la propriété de tous les Togolais. Alors, oui. Oh, ok. Quel nom vous entendez dans Sioux ou bien dans Doufelgou, si ce n'est pas des noms locaux comme cadre politique? Comment est-ce qu'on va nommer? C'est des nommés, je viens d'entendre une voix, on dit président de l'Assemblée, les gens n'ont même pas honte. On vous a nommé à la présidence, comme on nomme les membres d'un gouvernement. Il n'y a pas eu élection. C'est des gangsters. Alors, vous voulez qu'on débatte des choses sérieuses? Avançons. Ah oui, mais quand même, quoi qu'on dise, pour 5 ans, l'Est Mono sera quand même un fief de M. Jerry Tama. Comment un fief de M. Jerry Tama? Il a été élu, quoi qu'on dise. C'est vous qui l'avez élu là-bas? Moi, je n'ai pas été... C'est vous qui l'avez élu là-bas? Je n'étais pas électeur dans l'Est Mono. Alors, et qui a été électeur? Fort c'est que la population de l'Est Mono, les 2/3 de l'Est Mono, constituée des IFE, cette population n'a jamais accepté le régime colonial que la France a mis en place et ne l'acceptera jamais. Dimon Auré incarne cette conviction et cette conscience
collective. Ils peuvent balancer tous les Kabia et l'Osso là-bas. Cette population demeure intacte, authentique, fière d'elle-même, avec une culture supérieurement supérieure. On n'a même pas à travailler avec des conneries comme ça. Vous voyez que la population va fonctionner avec... Bien avant vous, et en votre temps, vous n'avez gagné qu'un seul siège. Les deux autres avaient été gagnés par le parti au pouvoir. Et c'est la même chose, ou bien le même scénario. Écoute très bien. Oui. Est-ce qu'il y a eu des élections transparentes au Togo? S'il devait avoir élection transparente, vous savez, ce qui s'est passé vers décembre dernier là, c'est parce que la France a bien vu que s'il devait avoir élection transparente, la majorité qu'on appelle RPT Uni devait s'en sortir avec une vingtaine de députés. Toute analyse faite, une vingtaine de députés. Par conséquent, le régime serait en train de partir comme cela. C'est pour ça qu'ils ont réédité la forfaiture qui est permanente. Alors, il ne faut pas s'amuser. Les populations, ce n'est pas le cas de l'Est Mono qui devait vous intéresser seulement. Voilà, puisque c'est là où vous avez été élu. Bon, non. Alors, maintenant, qu'est-ce qui explique le fait que le SPD n'ait pas pris part à ces élections? Puisque vous n'êtes pas de la coalition de la C14, mais qu'est-ce qui explique le fait que vous n'ayez pas pris part donc à cette élection? Mais vous connaissez la position du RPD. Il y a deux écoles. Il y a l'école des réformistes tièdes et l'école des transitionnalistes. Nous sommes de la transition. Nous voulons que la transition ait lieu pour déraciner le bal avant de foncer. Et donc, nous ne pouvons pas cautionner cette mascarade. Mais comment voulez-vous que le RPD participe à un processus où l'appareil électoral du bas niveau jusqu'au sommet, c'est unir RPT 100%. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? La liste électorale n'a pas été une liste électorale. Ils n'ont même pas besoin de vote pour nommer qui ils veulent. Le RPD ne peut pas cautionner cela. Alors, raison pour laquelle vous n'avez pas pris part à cette élection. Maintenant, est-ce que le RPD veut se retrouver dans le grand rassemblement qu'annonce la coalition des 14 partis de l'opposition? Non. Nous n'avons rien à foutre avec eux. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre aussi, lorsqu'on incrimine la CEDEAO, il faut revenir sur le comportement de ceux qui ont accepté jouer le rôle de cette mascarade-là. Les responsables de la C14, est-ce qu'ils ont fait leur autoconscience, ce qu'on appelle l'introspection, pour situer l'opinion par rapport au rôle qu'ils ont joué dans cette affaire pour que la CEDEAO puisse narguer le peuple togolais une fois encore? Est-ce qu'ils ont fait cet examen de conscience? Bon, et de deux, je vous l'ai dit et je répète, le RPD ne s'emballe pas dans un regroupement dont l'annonce a été faite à travers les médias. Pas du tout. Non et non. Et donc, ils sont de la vieille classe, ils n'ont qu'à continuer. Bon, dans le jeu de la France-Afrique, je vous ai dit, c'est des manipulés. C'est des manipulés de la France-Afrique. Vous parlez de la France-Afrique, Mais qu'est-ce que la France-Afrique vient chercher dans la politique interne au Togo, M. Timouri? S'il vous plaît. L'ennemi du peuple togolais, c'est la France. OK? Et comme telle, c'est elle qui a mis en place le régime, c'est elle qui fait tout, et en recrutant des élites togolaises, et en les manipulant. Je vous dis, pour qu'on en arrive à une société neuve, il faut un être humain qui est décomplexé, qui n'exalte pas l'égoïsme comme valeur suprême pour incarner la lutte populaire. Nos aînés sont tous manipulés par la France. Ils sont dans les réseaux. Et c'est ces réseaux qui les manipulent. Ils n'ont pas la conscience indépendante, libre. Et voilà. Et pour que on parle d'alternance. Élection 2020, qu'il y ait alternance, il faut choisir tel candidat. Tout ça là, c'est amuser la galerie. C'est le jeu de la France. C'est qu'il faut d'une manière basique. D'une manière basique, nous sommes en lutte pour la mise en place d'une constituante via une assise nationale. Et pour déraciner le mal, il faut mettre fin à l'état diabolique mis en place par la France.
Alors, si vous tenez toujours à votre... vous tenez mordicus à ce que vous aviez toujours demandé comme transition pour aller à une constituante, etc., à travers une assise nationale, vous y tenez encore? Et nous travaillons pour ça, d'une manière basique. Vous croyez que... Oui, maintenant, comment? En singleton, vous évoluez? Non, ce n'est pas singleton. Il y a des organisations de la société civile qui voient bien. Qui sont lucides. En réalité, ce n'est pas un parti politique de régler le problème du pays. C'est le bas peuple lui-même. Mais nous jouons notre partition. Nous apportons notre contribution à ce bas peuple pour que s'il se libère un jour. Et donc, notre travail ne s'inscrit pas dans des options électoralistes. Voilà. Peu importe, 2019, local ou pas, 2020, présidentiel ou pas, ce qui nous importe, c'est d'aider le bas peuple à se débarrasser de l'état diabolique des Occidentaux. Oui, mais quand même, si nous nous référons un peu à la RDC, voilà, pratiquement le Togo et la RDC s'étaient retrouvés dans le même système, mais quand même, à travers une élection, on a obtenu l'alternance, mais de manière pacifique. Très bien. Il faut analyser les faits, froidement. Ce sont les Occidentaux qui ont installé Kabila, jeune au pouvoir, Joseph. Et il a servi leur intérêt. À un moment donné, le monsieur a compris que c'était assez. Il fallait sortir par la grande porte. Et il a dribblé les Occidentaux en organisant ce qu'il a organisé, et il est parti par la grande porte. Et c'est ça même qui a énervé la France, vous avez compris, qui a énervé la France, et la France était pleine au niveau de l'ONU, et en quelle qualité? Et c'est ça, par rapport à ça, que nos chefs d'État ici ne pouvaient pas appeler Tshisekedi pour le féliciter. En ce temps-là, ils attendaient que la France se prononce. Regardez, c'est très léger comme ça, ce qu'on a comme chef d'État de précaré français, c'est très léger. On a besoin des patriotes capables, à l'image de Charles Blé Goudé. C'est de cela qu'on a besoin en Afrique. On n'a pas besoin des vampires, des éléments vous allez à l'église, Ils constituent des vallées de la France. Vous allez à l'église. Vous allez à l'église. Responsables africains. Oui, vous allez à l'église, vous allez à la mosquée, on prie, on dit, nous avons des problèmes, que Dieu nous aide à dominer le Satan. Le Satan, c'est ce que vous voyez là. Le Satan n'est pas quelque part. Alors, monsieur Dumont, nous sommes en train de parler de la politique. C'est ce que la France a installé qui est Satan. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a eu alternance pacifique en RDC à travers une élection. Oui, non, c'est ce que je dis. Pourquoi le même schéma, vous ne le préconisez pas pour le cas le chemin. Oui. J'ai dit, lorsque la sagesse au sommet de l'État prend le pas, c'est ce que nous avons préconisé en saisissant le chef de l'État depuis 2014, de laisser son ego, de servir l'intérêt de la France pour rentrer dans l'histoire ou bien sortir par la grande porte, faire le miracle que son père n'a pas pu faire. Oui, nous l'avons saisi. Mais ne voyez-vous pas que parfois vos critiques vis-à-vis de sa personne peuvent toutefois le braquer pour ne pas accorder assez d'importance à ce qu'il fait, le mal que lui fait aux Togolais? Il faut juger nos critiques. Nos critiques ne sont rien par rapport au mal qu'il fait aux Togolais. En personne, non? En personne, non. Si. Qu'est-ce qu'il a pu poser comme acte lui-même? Écoute, alors, il est en train de boucler 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait de positif? Ah bon? Qu'est-ce que Faure Gnassingbé a fait de positif? Monsieur Dumont, est-ce que le Togo de 2005 est également le Togo de 2015? Tu connais aujourd'hui le poids de la dette du Togo? Oui, c'est vrai, il y a la dette, d'accord. Oui. Mais quand même, est-ce que le visage du Togo n'a pas changé un tout petit peu? En quel sens? Moi, je ne défends pas. Non, en quel sens? Écoute, de manière plausible. Calomé en 2008. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, quand il pleut, c'est le même scénario qu'on vit encore? Vous croyez que les routes de la commune à Agoé, c'est ça le Togo? C'est ça. C'est une partie. En 15 ans, c'est une partie. En 15 ans, il est un manipulé de la France. Son père a été manipulé contre les Togolais. Et comment demandez-vous à Faure qu'il puisse conduire les assises nationales pour aboutir à la transition à laquelle vous attachez le pied? J'en viens. Nous lui avons préconisé ce que Mathieu Crékou a fait au Bénin.
C'est ce que Joseph Kabila vient de faire. Mais il a fait autrement. Joseph Kabila a pris conscience qu'après tout, en servant l'intérêt des Occidentaux, il y a une limite en tout. Et il faut sortir par la grande porte. Faure Gnassingbé peut le faire aussi au Togo, nous lui avons demandé. Mais c'est que c'est un système qui l'a placé là-bas. Et il en jouit. Il ne veut pas en départir. Il veut rester... Bon, vous savez, pourquoi il est en train de se pavaner, on dit, il tient conseil par-ci, par-là. Oui, conseil d'un minute délocalisé. Voilà, parce que les impérialistes le rassurent qu'il va régner à vie. Les impérialistes rassurent les membres de sa famille, son clan, que l'éternité au pouvoir, c'est pour eux. Et c'est pour ça qu'il réfléchit à rien de bon par rapport à ce qu'il faut faire pour rentrer dans l'histoire. Vous êtes sûr que l'impérialiste peut lui dire quoi que ce soit? Vous croyez que c'est un chef d'État libre? Mais il est élu par des Togolais. Qui l'a élu? C'est toi qui l'as élu? En 2005, les Togolais l'ont. En 2005, j'ai été un des acteurs principaux de campagne pour Feu Bob Akitani dans Plateau Est. C'est le massacre qui l'ont élu? C'est 2005. Faisons table rase du passé. On ne peut pas faire table rase du passé à partir du moment où vous êtes arrivé sur bain de sang et vous avez un pouvoir au bout des armes. Et ce n'est pas le peuple qui vous a installé. Tout ce que vous faites à la suite n'a pas de sens. Oui, mais quand même, nous sommes dans la dynamique de réconciliation. Tous les pays qui ont traversé des difficultés ou des périodes assez sombres. Oui, à un moment donné. Pour parler de réconciliation, oui, il faut l'assise nationale. C'est à l'assise nationale que Faure Gnassingbé devra présenter des excuses au nom de son feu père et en son nom propre pour négocier l'amnistie et sortir par la grande porte. C'est la logique. Ce n'est pas la logique de la roubladise, de l'égoïsme qu'on fait, des parodies d'élections. On purifie par moment le pays. On purifie et le sang ne coule pas après. On ne tue pas des enfants après. Non, il faut arrêter. Alors, si tel est le cas, alors, monsieur le président du FPD, oui, qu'est-ce que vous conseillez à l'entourage du chef de l'État pour que cette dynamique de réconciliation puisse véritablement devenir ce qui doit unir plus l'ensemble des citoyens togolais? Le conseil, c'est le courrier que nous lui avons tendu. C'est d'accepter qu'il y ait assise nationale des forces vives. Qu'entre Togolais, on se dise, il faut une nouvelle constitution. Et dans la nouvelle constitution, vous savez, le prélat, et son excellent Monseigneur Podjoro, a cité dans son discours tout récemment devant vous les journalistes, il a cité des grandes réformes. Les chantiers qu'il a cités concernant l'armée par exemple, ça ne peut pas se faire en dehors d'une assise nationale, en dehors d'une transition. C'est pendant la transition que ces grandes réformes auront lieu. Et donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'accepter l'assise des forces vives du pays et on va aller discuter de quoi s'agit-il par rapport. Je vous donne un exemple. Il y a des communautés, le foncier au Togo, il y a des communautés qui n'ont pas de terre utile au Togo, mais qui doivent vivre. Et donc, c'est comme tel, leur élite étant au pouvoir, ils se permettent de se réclamer propriétaire terrien partout. Ça, c'est déjà une bombe à retardement. Ça suffit largement pour aller à un génocide. Et donc, c'est à l'assise nationale qu'il faut poser ce problème. Donc, une conférence nationale dit... C'est clair et net, mais pas pour aller faire des règlements et se faire des règlements de compte. C'est ce qu'il faut. J'ai dit, nos aînés, au sein de l'opposition, qui continuent à faire le jeu de la France-Afrique, en disant, oui, il faut un candidat unique pour battre fort, il faut... Ils n'ont qu'à arrêter ce désordre-là. Autrement dit, si l'opposition remporte une élection, la réconciliation ne serait pas de facto? L'opposition ne peut pas remporter. Pour que la France magouille pour faire accepter une alternance par un des éléments qu'il contrôle, qu'on contrôle, il faudrait que le système en place pêche vis-à-vis de la France. Or, le système en place nourrit la France. Le système en place n'a pas encore pêché vis-à-vis de la France pour que la France décide de le dégager et placer un autre élément. Voilà ce qu'il faut comprendre. Nous marquons la pause et on revient tout de suite. C'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victor FM.
Retour donc en studio, madame, monsieur, avec le président national du Front des Patriotes pour la démocratie, FPD. Il s'agit de l'ancien député Dimon Auré. Alors, monsieur le président, vous l'avez effleuré entre-temps, mais quand même, la semaine dernière, nous avons assisté à la délocalisation du Conseil des ministres à Tabligo, où le chef de l'État a profité de cette occasion pour échanger avec les populations, disons les forces vives de la préfecture. Je pense que vous aussi, vous avez suivi cette initiative gouvernementale. Moi, je suis rien de tout ce que les actes posent. Ça ne m'intéresse pas. Ils se moquent de l'intelligence du peuple. La population de Yoto fait partie des populations les plus traumatisées du système de Gnassingbé. Ce n'est pas en allant là-bas pour dire qu'il tient un conseil de ministres que ça change le vécu de cette population. Oui, mais pourquoi dites-vous cela? Du moins, le chef de l'État en personne s'est déplacé et a rencontré. Et c'est une première d'ailleurs, parce que ayant pris la parole pour échanger avec les populations... Le problème de notre pays est très sérieux. Oui. Et on n'a pas à s'amuser avec eux. Oui, mais c'est le premier responsable du pays qui échange avec eux. Vous croyez que c'est ces amusements-là qui vont régler le problème de notre pays? Il n'a qu'à réfléchir à comment sortir par la grande porte. C'est ça. Vous pensez que c'est ça qui constitue la solution? C'est ça la solution. Gnassingbé n'a qu'à réfléchir comment sortir par la grande porte, comme Joseph Kabila vient de le faire. Que de s'amuser à faire... Mais en attendant, nous ne sommes pas encore en 2020. En attendant... On n'a pas, je dis, allons au vrai débat. Alors, on n'a pas s'intéressé à ça. L'hôpital de grande renommée, le complexe hospitalier qui, très bientôt, en 15 mois, les travaux vont finir, c'est au niveau de Agoué ici. Alors, l'hôpital Saint-Pérégrine, la pose de la première pierre, c'était le vendredi dernier. On ne s'intéresse pas à ça. Mais ça, c'est des projets des impérialistes. Qui détruisent notre pays. Doté, du moins, votre pays d'un hôpital de grande renommée. Notre pays est ainsi livré. J'ai lu également un article où on parle de fonds cohésiens pour l'assainissement de ville de Kara, 12 milliards. Notre pays est livré comme une marchandise. Et vous croyez que ça, c'est des projets, c'est des appuis? Ce n'est pas des appuis. C'est de l'endettement. Vous savez, l'aérogare ou bien l'aéroport dont ils ont vanté les trucs, même 30 ans, 60 ans, le Togo n'a pas fini de payer l'intérêt sur bénéfice, l'intérêt sur prêt auprès de la banque chinoise, avant d'amorcer même le capital qui est investi là-bas et qui a été triplé par la surfacturation et ses consorts. J'ai dénoncé la même chose concernant le siège de l'Assemblée nationale. Vous croyez que ces choses, c'est des appuis? Ce ne sont pas des appuis, c'est de l'endettement. Quand vous étiez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez pu faire par rapport à l'aérogare et également au siège de l'Assemblée nationale? Mais j'ai posé des vraies questions en commission. Pourquoi ils ont voulu m'assassiner dans la nuit du 31 2016 au janvier 2017? Pourquoi on s'en prend à Dimon Auré? Mais vous savez, ils ont la seule voie. Si moi je parle en commission, en plénière, je n'étais pas très régulier parce que je sais que ça gêne. Et donc, pourquoi votre présence va gêner? Ça gêne beaucoup. Non, mais il y avait des gens aussi, les Kissi, les Alphonse Pogo, les maîtres Isabelle Abegan. J'en refuse pas. Posaient aussi des questions. Même des députés de UNI posaient aussi des questions pertinentes au gouvernement. Laissez les détails là. Ce que je dis, c'est très profond. Ce que je dis, c'est très profond. Affaire d'hôpital dont vous parlez, c'est le pillage de notre pays. Les ressources sont entrées encore. Ce n'est pas, et les ressources même n'existent plus, ils ont tout liquidé. C'est l'endettement pour les générations à venir. Ça n'a rien à voir avec des projets pour l'intérêt des Togolais. Oui, mais quand même, doter notre pays d'un hôpital ou de référence, ça du moins, ça aurait pu enchanter l'ensemble des Togolais. Non, parce que ce qui est caché derrière cet investissement, l'homme politique lucide comme moi le sait. Et je ne peux pas admettre que devant l'opinion, je puisse accepter que cela est une bonne chose pour le Togolais. Et qu'est-ce qu'on aurait fait si vous étiez à la place de celui qui a posé l'acte? Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'aller à une assise nationale pour que le système de Gnassingbé puisse
plier bagages en douce et que les Togolais puissent se regarder en face comme des compatriotes condamnés à vivre ensemble. Ce ne sont pas, après cinquantaine d'années, et ce ne sont pas ces gymnastiques, ces va-et-vient qui vont régler le problème est fondamental. La fin du système que les Français ont mis en place. Comment est-ce qu'on met fin à ce système pour que le pays n'aille pas au génocide? Le pays ne débouche pas sur le chaos des chaos. C'est ça l'urgence. Et si vous suivez très bien l'interpellation de son excellence Monseigneur Poyoro, c'est très profond. Le reste, c'est de l'amusement. Afin des élections, on dit quelques réformes tièdes. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. 1000 ans, le gros caillou dans l'eau ne deviendra crocodile. Les Nyasingbe peuvent faire encore un siècle. Et le Togo va sombrer. S'ils ont fait déjà cinquantaine d'années. Alors là, vous personnalisez le débat. Non, oui. Je personnalise le débat parce que le système est incarné. Et s'il est incarné, il est incarné par un nom. Et donc, le nom qui incarne le système qui traumatise les Togolais, il faut le dénoncer. Alors, les réformes très bientôt seront opérées par les députés à l'Assemblée nationale, dont Mme Tchegan est à la tête, c'est-à-dire la présidente de l'institution. Ça fait sourire. Vous n'y croyez pas? Ce sont des députés, ça? Non, les réformes à opérer par les députés. Vous appelez ces gens-là députés? Non, mais ils ont été élus. Et il n'y a pas un seuil défini par la Constitution, bien par quelques lois, avant que celui-là ou celle-là ne soit accepté député. Ce ne sont pas des députés, ce sont des nommés. Il faut les balayer pour mettre en place une constituante. C'est ça la lutte fondamentale, aujourd'hui, pour le FPD. Et c'est l'explication qu'il faut donner au bas peuple. Les organisations de la société civile qui sont crédibles, de dire que nous devons aller à une constituante pour faire les réformes vraies et mettre le pays sur les rails de la démocratie et du développement, le vivre ensemble dans la cité. Est-ce qu'on nomme un député? Alors, allez poser la question à M. Florent Nyasingbe. Monsieur Jimo. Qui les a nommés? C'est qui les a nommés? On nomme pas un député. C'est lui qui les a nommés. Mais si c'est nommé, alors pourquoi dépenser tant de milliards pour que nous allions à des élections? Voilà, justement. Justement, oui. C'est le plan machiavélique, le plan satanique de la France contre le peuple togolais. On organise des mascarades et pour piller davantage et les ressources pour faire de... La France n'a pas envoyé d'observateurs. Et vous pensez que c'est la France qui a organisé ces élections? Qui a mandaté la CEDEAO pour le sale boulot? C'est pas la France? 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous avez une question par intervention à poser à notre invité. Vous êtes en direct sur Victoire FM. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Ali. Ah, monsieur Jossin. Oui. Vous êtes bon, comment ça m'a voix comme ça? Bon, monsieur Jossin. Oui. Vous savez, les gens discutent dans le vide. Mais je vais dire, monsieur Djimoré, que en 2020, Ford ne doit pas sortir de porte. Il serait candidat, serait élu. Ils disent que les députés sont nommés. Un endroit africain qui manque le chien, les moutons vont à la chasse. Du moment qu'ils ont abandonné d'aller à la chasse, qui on va les remplacer? Donc il n'y a pas de les gens sont élus. Si quoi que ce soit, si ils sont nommés, on va les chasser à l'Assemblée nationale. C'est pas du sérieux, les gens parlent comme ça. Merci, M. Jossin. Merci, M. Ali. Nous allons accueillir M. Gado. Bonjour. Bonjour, monsieur, et bonjour, honorable. Bonjour. Bon, voici ma question. Est-ce que pour la transition Togo, au-delà de 2020 avec Faure Nyasingbe, est-ce que ça peut faire sortir le Togo de la crise? Ou plutôt, il y a deux noms que je vais proposer, Bokor et puis peut-être Adjamagbo, pour essayer de faire comme Tshisekedi Kabila. Merci, bonne journée. Bien noté pour vous, cher ami. Monsieur Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Jacquin. Oui. Bonjour, honorable Djimoré. Bonjour. S'il vous plaît, monsieur Djimoré, député de la 6e magistrature, je voudrais savoir, lorsque vous étiez à la place, en tant que le député a pour rôle de surveiller l'action du gouvernement, quel a été le contrat que l'État togolais a signé avec M. Dangote concernant ce ciment? Puisque nous avons dit que le ciment sera vendu moins cher, mais au tout début, c'est au même prix. Comment est-ce qu'on a pu arriver à stabiliser le prix
Et que, pas plus tard que la semaine dernière aussi, 2 de nos compatriotes ont été tués par ce camion. Comment que le contrat a été signé? Merci beaucoup. Bien noté, cher ami. Alors, 92 02 80 63 22 21 80 99. Bozambo. Alors, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à notre invité. Honorable, bonjour. Bonjour. Ok, j'aimerais poser quelques questions. La fois passée, tout le monde a vu combien de personnes qui ont voté des députés, ils ont à l'Assemblée maintenant. Et je me pose la question, on va laisser encore pour aller, pour aller à ce, comment on appelle ça, local là, avec même chose, ou bien l'opposition va boycotter encore les locales et boycotter les présidentielles. Qu'est-ce que sera notre avenir? Boycotter, ce n'est pas bon. Maintenant, il faut s'organiser avec d'autres partis, avec la C14, il faut contacter avec eux et travailler. Votre idée est très bonne. Contacter avec eux. S'ils peuvent travailler avec vous, là-bas, il n'y aura pas de leadership. Et vous avez votre idée pour combattre ce voilà. Si vous avez des idées, d'accord, partout, il y aura des problèmes. Merci et bonne journée. Oui, bonne journée, cher ami Bozambo. Allô? C'est Sambiani. Oui, ça va bien chez moi. Ouais, d'accord, allez-y. Ma question, je m'adresse à l'honorable. Quand il était à l'Assemblée, c'était pour voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire. La deuxième question. Si qu'est-ce qu'ils ont pu faire, dans quel sens? Puisque c'est un peu vague. Oui, bon, en fait, quand il était à l'Assemblée, puisque tout se passe à l'Assemblée, les lois pour changer tout, pour changer le pays, ça se passe à l'Assemblée. Maintenant qu'ils ont refusé de participer là, le changement va se passer comment? Et s'il dit qu'aujourd'hui, les familles Nyassengbe n'ont qu'à dégager là, c'est comme ça on dégage un président sur le pouvoir. Bon, en fait, si vous l'avez bien cerné, il n'a pas dit de dégager en l'air, mais il a parlé des assises avant cela. Oui. Si vous avez suivi ça récemment. Oui, je vous comprends maintenant. Les assises là, ce n'est pas à l'Assemblée que tout ça, ce n'est pas à l'Assemblée qui tout va se passer. D'accord. Il va vous répondre dans un instant. Monsieur Pelé? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, ancien député. Bonjour, mon frère. Oui, bon, d'abord, on est toujours d'accord avec vous quand vous parlez de certaines choses. Mais aujourd'hui, là, les élections viennent de passer. Vous avez dit à la C14 de ne pas aller. La C14 ne pas aller. Maintenant, est-ce que vous voulez que la C14 vous joigne ou bien vous allez joindre la C14? Ça, c'est la première question. Deuxième question, deuxième question, vous avez fait l'UFC dans le temps, être dans la rue, c'est une option. Après, vous avez fait, vous avez participé au gouvernement avec les GQC, c'est une option aussi. Maintenant, la troisième option pour vous maintenant, des fois vous parlez d'un coup d'état salutaire. Je voulais savoir qu'est-ce que vous appelez un coup d'état salutaire sans armes. Non, s'il vous plaît, il n'a pas évoqué ce propos-là ici ce matin. Nous débattons donc de ce dont nous parlons ici, monsieur. Alors, s'il vous plaît, je n'admettrai pas cette affaire-là. Alors, Papa Siditi, bonjour. Bonjour, mon directeur. Vous êtes le dernier intervenant pour le compte. Oui, mais dis-moi, là. Depuis quand il est devenu opposant? Oui, mais maintenant, finalement, il y a quelqu'un à côté qui vous chuchote les trucs. C'est moi, pardon. Il ne faut pas, je vous ai toujours dit que nous sommes ça. Il ne faut pas insulter. Pourquoi il insulte? Les présidents, il va être président seul. Les autres présidents des autres États, ils sont des légués, des vampires. C'est bien ça? Hein? Il n'a qu'à me répondre. Il dit que... Non! Oui, maintenant, Papa Siditi, comme vous le dites si bien en tant que sage, faut-il lui rappeler encore les erreurs faites ou carrément l'exhorter? D'accord, il ne faut pas l'exhorter à faire des erreurs. Il faut qu'il parle en paix. Nous voulons la paix. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui. Pour Papa Siditi, vous devez revoir un peu vos langages ou bien vos propos afin que dans la paix, tout se passe au mieux. Oh, écoutez, très bien. Si l'enfant qui a été lâchement assassiné à la veille de tirer la partie mécanique, si c'était son enfant qui a été tué comme ça, il comprendra que ce que Dumont aurait dit n'est pas grave. Alors, monsieur Dumont, allez-vous rejoindre la C14 ou bien c'est la C14 qui doit faire le pas vers vous?
Non, là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. C'est une question d'idéologie. C'est une question d'approche politique. On ne se met pas ensemble pour les beaux yeux, on se met ensemble parce que vous avez une vision commune à servir au peuple. C'est sur cette base qu'on évolue. Bon, nous avions dit dans le temps que cette histoire de médiation de la CEDEAO, il ne faudrait pas s'engouffrer là-dedans. Voilà, nos aînés qui sont au niveau de la C14 ont dit bravo, c'est ça qui devait sauver le pays. Est-ce que nous on devait se retrouver dans ce chemin? Nous avons dit non. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça pose? Il faut répondre à la question d'idéologie. Comment mettons-nous fin au système dictatorial pour passer à un système véritablement démocratique? Est-ce que c'est à travers la participation à des élections chaotiques ou bien on exige une transition politique? Oui, mais quand même, Bosambo, je trouve que vous devez aujourd'hui œuvrer ensemble, être tous ensemble. Mais nous ne sommes pas contre, on œuvre ensemble en fonction de la vision. D'accord. Alors, est-ce que les législatives ont été boycottées, y compris le parti de M. Djimoré, le FPD? Les locales s'annoncent. Vous savez, quel est votre choix? C'est ce que je dis tantôt. C'est la stratégie française. Et on organise une élection supérieure en termes de mascarade et on amène l'opposition à participer à une élection au bas niveau pour dire, c'est comme si on a frappé un enfant, il est en train de pleurer, on lui tend la carotte. C'est ça. En 98, présidentielle chaotique, et on leur a dit non, écoutez, acceptez, il y aura un dialogue parrainé par l'Union européenne et les législatives vont compenser cela. Qu'est-ce que ça a donné? Ici maintenant, c'est le chaos législatif qu'on voudrait amener l'opposition à aller au local pour dire bon, après tout, ça va panser les plaies. On nous prend pour des bambins, tout le monde n'est pas bambin en politique. Donc, le choix du FPD, on verra le moment venu. Vous étiez à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous avez pu faire? Oui, moi je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Mais je fais rappeler quand même que vous avez pu réussir ensemble, tous ensemble, à voter l'augmentation de vos salaires. Non. Non. Et non. Ah, j'ai jamais participé à un débat de l'augmentation de salaire. J'ai jamais participé. Ça n'a jamais été organisé. Ah oui, mais vous étiez absent. Et les absents ont tort. Ça n'a jamais été organisé. Oui, comment est-ce que vos salaires ont été augmentés? J'en sais rien. Et là n'est pas... Mais c'est aussi... Là... Ok. Le deux, c'est que vous avez une majorité qui n'est pas une majorité, qui est une minorité. Mais, bon, j'ai entendu un compatriote de poser la question, est-ce que tout ne va pas se faire à l'Assemblée nationale? À quelle Assemblée nationale? Mais si Sambiani l'a dit. À quelle Assemblée nationale? Oui, même si vous décidez de l'assise nationale, oui, ça doit passer forcément, quand vous aurez fini les conclusions, ça doit passer forcément par l'Assemblée nationale. L'assise nationale doit déboucher sur la mise en place d'une constituante. Voilà. Ce n'est pas pour fonctionner avec vous vous amusez avec l'intérêt général. Ceux qui sont là, vous avez boycotté. Donc, on devait arrêter le scrutin et puis le pays serait là comme ça. Et le pays avance, ça? Contrat Dangote, qu'est-ce qui en a été fait? Il faudrait poser la question à la ministre Leguezine. Je vous dis, le pays est livré. Le pays est livré et c'est ça. Ça rejoint la même question. Ce que les Indiens font de l'exploitation de ciment en pays Yotor et où les ouvriers sont moins que rien. Ça dépend de ce que... C'est pourquoi je parle d'État diabolique qui signe des contrats sur le dos du peuple pour écraser le peuple pour leur intérêt et l'intérêt de l'extérieur. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec quelque chose de sérieux. Et maintenant, votre transition, la transition dont vous parlez, c'est la transition dont vous parlez au-delà de 2020 ou bien quand? Nous avions dit déjà en 2014, le courrier que nous avions envoyé au chef de l'État à l'époque, c'est de ne pas organiser la présidentielle 2015. C'est d'ouvrir la phase de transition. Il serait déjà un grand homme
libre quelque part que ce qu'il fait là, et il sait très bien qu'il est en train, il est manœuvré comme un pion par la France contre les intérêts des Togolais, il le sait très bien. Depuis 2015, on devait organiser les assises nationales, ouvrir une parenthèse de transition, la fermer depuis, et le Togo serait déjà libre. Donc 2020 présidentielle ou pas, ça n'a aucun sens. Et cette présidentielle, c'est pour reproclamer Faure Gnassingbé président. C'est tout. Oui, d'ailleurs, M. Ali a dit qu'il sera candidat et il sera réélu. Alors, il ne sera pas élu ou réélu. Il n'a jamais été élu et il ne le sera jamais. Mais Faure ne sera jamais élu. Et chaque fois que Faure se déplace, vous ne voyez pas le monde fou? Vous voyez quoi? Qui l'accompagne? Quel monde fou? C'est ça, c'est comme ça la dictature a toujours fonctionné. Donc, le système mis en place par le colon n'a jamais été cautionné. Et faut-il maintenant choisir M. Akela Issa-Bokor ou Mme Adjamagbo pour essayer d'aller aux élections en 2020? Tout ça là, c'est du pipeau. Alors, à une assise nationale pour une transition politique. Monsieur Djimoré, merci d'être venu chez nous ce matin. C'est nous plutôt qui vous remercions. Madame, monsieur, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous sur la 96.3. Alors...